Eh bien, bonsoir à tous. Je suis Florence Nicoulot. Je travaille pour les services jeunesse et sport. C'est peut-être une appellation que vous comprendrez mieux, sachant que depuis le 1er janvier, notre administration a changé. Peut-être que vous connaissiez précédemment la DDCSPP ou DDCS, qui, depuis le 1er janvier, n'existe plus. Et notre service jeunesse et sport a basculé à l'éducation nationale. Donc, nous sommes maintenant le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport, donc la SDJED, auprès de la DSDEN, c'est la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Donc, nous sommes sous l'autorité hiérarchique du DAZEN, c'est le représentant départemental de l'éducation nationale. Et nos services restent tels quels avec nos missions, mais rattachés à l'éducation nationale. Donc, c'était une information, puisque ça a été les mêmes modifications dans le cadre de l'OTE, donc c'est l'organisation territoriale de l'État. Et vous trouverez dans chaque département la même organisation. Et dans chaque service départemental, vous aurez un interlocuteur tel que moi sur les questions réglementaires. Donc là, ce soir, je vais vous faire une intervention, je vais vous faire passer un PowerPoint sur la réglementation un petit peu au sens large d'éducateurs sportifs. Et puis, dans un second temps, on abordera l'organisation des séjours avec des mineurs, l'organisation des séjours spécifiques sportifs. Alors, je vais vous lancer le PowerPoint que j'avais préparé pour que ce soit un peu plus ludique. Hop. F5. Voilà. Alors, la réglementation des APS. APS, activité physique ou sportive. La notion d'éducateur sportif. Il faut savoir qu'une première obligation qui existe par rapport à l'éducateur sportif, c'est l'obligation de qualification. Quand je parle de l'éducateur sportif, je parle au sens large, éducateur sportif rémunéré. Il doit avoir une obligation de qualification pour être rémunéré. Donc, c'est ce que je vous ai mis, travailler contre rémunération en tant qu'éducateur sportif. On doit impérativement posséder une qualification. Ça, c'est une obligation du Code du sport. C'est une obligation forte puisque le fait d'exercer sans qualification la fonction d'éducateur sportif est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Deuxième obligation, obligation de respecter les prérogatives d'exercice. Lorsqu'un éducateur sportif possède une qualification, un diplôme, ce diplôme ouvre droit à des prérogatives d'exercice, parfois des limites de conditions d'exercice, et il faut que ces prérogatives d'exercice correspondent à l'activité enseignée. Auquel cas, si la personne enseigne avec un diplôme qui n'est pas adapté, c'est considéré comme exerçant sans diplôme, donc on rebascule sur la sanction dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, troisième obligation, l'obligation de déclaration. L'éducateur sportif professionnel doit déclarer son activité auprès du préfet du département où il exerce son activité principale. C'est la fameuse carte professionnelle qui est délivrée à ce moment-là. C'est l'application EAPS qui permet cette déclaration. C'est assez simple comme application. On crée son espace personnel, on renseigne les documents. C'est une application qui permet de tout dématérialiser la procédure et on procède on soumet sa demande. Et si les documents renseignés sont complets, si la demande est complète, quelques semaines après, vous recevez la carte professionnelle directement chez l'éducateur sportif. Il faut savoir que la carte professionnelle, elle est valable sur tout le territoire français. Même si vous l'avez fait dans un département, elle est valable sur tout le territoire. Mes collègues ou tous les collègues des différents départements ont accès à l'application, donc peuvent consulter les contenus de votre carte. Et on domicilie son dossier dans le département où on a son activité principale. Si on doit déménager durablement, on fait un transfert de dossier. Il suffit de contacter les collègues dans le département où vous arrivez et ils procéderont au transfert de votre dossier via l'application. La carte reste toujours valable, le numéro reste toujours valable. Au bout des 5 ans, puisque la carte professionnelle est valable 5 ans, on fait une demande de renouvellement et ça ne se fait pas automatiquement, c'est à l'éducateur de faire la démarche. Petite parenthèse, par rapport à cette application EAPS, il existe une application jumelle qui s'appelle EAPS Public. Alors c'est vrai que j'aurais pu vous faire une
diapositive par rapport à ça, qui permet de consulter n'importe quelle carte professionnelle. C'est-à-dire que vous envisagez d'embaucher quelqu'un, vous voulez avoir la certitude qu'il ait une carte professionnelle, vous allez sur cette application qui s'appelle EAPS Public, vous tapez son nom et son prénom, vous n'avez pas besoin d'avoir son numéro de carte professionnelle, et s'il figure dans l'application, c'est qu'il est bien à jour d'une carte professionnelle. Donc c'est une garantie pour l'employeur d'avoir une personne qui est à la fois titulaire de ses diplômes, parce qu'il y a eu des vérifications de fait, mais que son honorabilité est valide. Et justement, ça va me permettre de passer à la diapositive suivante, qui est l'obligation d'honorabilité des éducateurs sportifs. L'honorabilité, c'est le fait de ne pas avoir eu de condamnation pour un certain nombre de crimes et délits qui rendraient incapable l'éducateur d'exercer sa fonction. Et cette honorabilité, elle s'applique à la fonction d'éducateur, c'est-à-dire aussi bien aux bénévoles qu'aux professionnels. Pour les professionnels, lorsque l'éducateur fait sa demande de carte professionnelle ou de renouvellement, automatiquement son casier est contrôlé, le casier judiciaire numéro 2, le B2, et le FIJES. Je vous fais vite fait, casier judiciaire, il y a 3 niveaux de consultation en France. L'administration a accès au niveau 2, c'est un niveau qui est protégé. Il est mieux renseigné que le casier judiciaire numéro 3. Et le FIJES, c'est le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles. C'est un fichier qui a été mis en place lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur pour, en gros, regrouper tous les criminels sexuels et que on ne se retrouve pas avec des personnes qui auraient été condamnées pour un certain nombre de crimes graves qui se retrouvent à proximité d'usagers, notamment d'usagers sportifs et des mineurs. Donc là, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, les scandales de violences sexuelles dans le sport ont émergé et ont montré la nécessité de travailler là-dessus et notamment sur la lutte contre les violences sexuelles. Et c'est pour ça que les fédérations ont été interpellées pour toiletter leurs fichiers pour que les casiers judiciaires des bénévoles, des éducateurs sportifs bénévoles soient aussi contrôlés. Voilà, donc c'est en plus des professionnels qui passent par EAPS, le projet là, et c'est un projet à très court terme, parce que c'était déjà prévu pour le 1er janvier, mais ça a pris du retard parce que c'est très long à toiletter les fichiers des bénévoles, à la longue, à très court terme, devront passer par la moulinette des casiers judiciaires et du FIJES. Là, c'était vraiment un petit rappel de la réglementation pour les éducateurs sportifs. Si vous avez des questions un petit peu plus tard, j'y répondrai, il n'y a aucun souci. Donc, je vous ai fait un petit rappel. Là, on va aborder les séjours spécifiques sportifs de mineurs. Qu'est-ce qu'un séjour spécifique sportif? Un séjour spécifique, déjà, qui dit séjour dit nuitée. Donc, à partir d'une nuitée hors du domicile familial, on considère qu'il y a séjour. Pour qu'il soit considéré comme un séjour spécifique sportif, on doit avoir plus de 7 mineurs et on ne peut pas avoir des moins de 6 ans. C'est automatiquement des plus de 6 ans qui vont partir en stage ou qui vont partir en séjour. Tous ces mineurs doivent être licenciés à la fédération et l'organisateur de ce séjour doit être affilié à la fédération en question. Ça, c'est une définition. Il faut que ces critères soient regroupés pour qu'on puisse dire on est face à un séjour spécifique sportif. En dehors de ces critères, dès lors qu'on a des mineurs qui sont en dehors du domicile familial et que ce soit un groupe supérieur à 7 mineurs, on bascule dans le séjour classique dit d'accueil collectif de mineurs où il y a une réglementation qui est encore plus stricte que celle que l'on va voir. Donc, dans le cadre des séjours spécifiques sportifs, un club qui va organiser un stage, un comité départemental ou une ligue qui va organiser un stage, même une fédération qui va organiser un stage avec des mineurs, dès lors que le mineur sort du domicile familial pour dormir, on doit respecter un certain nombre de règles dont je vais vous parler. Première obligation, c'est la déclaration du séjour. Tout séjour spécifique sportif doit être déclaré. Il se déclare auprès du préfet, donc des services jeunesse et sport, ce que je vous ai dit, le SDJED, nos services donc dans le secteur jeunesse, qui va vous identifier, ce service jeunesse, vous permettre d'accéder à une application pour pouvoir déclarer vos séjours. Les séjours, ils se déclarent au plus tard 2 mois avant le début du séjour. C'est-à-dire que si vous décidez là, aujourd'hui, de faire un stage pour les vacances de Pâques,
sachant qu'actuellement, là c'est pareil, c'est une parenthèse, tous les séjours avec mineurs sont interdits de par la crise sanitaire Covid. Donc la question ne se pose pas. Mais si on était hors ce contexte Covid et que vous décidiez de faire un stage pour les vacances de Pâques et que vous n'aviez pas fait de Il y a une coupure de son là pour moi, Florence. Je t'entends plus. Ah, je crois qu'on a perdu Florence. On va attendre qu'elle se reconnecte. Plus de son, non, Yann, effectivement, il n'y a plus de son. Je suis bien d'accord avec toi. Donc c'est la Bourgogne-Franche-Comté peut-être qui n'est pas encore équipée. Donc on va attendre que Florence nous rejoigne, revienne parmi nous. Oui, En attendant, me n'hésitez pas à revoilà. poser vos questions, hein. Ah, te Je suis revoilà. désolée, Merci je de suis revenir. désolée. Voilà, on repart. Donc, je suis désolée, la connexion s'est rompue. Ça a bien marché tout à l'heure et ça ne marche plus maintenant. Bon, alors, ce que je vous disais, c'est que 2 mois Oui, oui. avant, on doit se déclarer. On a Mehdi sur la région du coup. Ah, donc, on se déclare au moins 2 mois avant. Si par Vas-y, vas-y, hasard, non, vous vas-y, aviez. vas-y. C'est tout bon? Si par hasard, Oui, oui, c'est bon. Ouais. vous pouvez obtenir une dérogation. Ça, faut demander à chaque service concerné, à chaque département concerné pour obtenir une dérogation si vous êtes en deçà des 2 mois. On se déclare auprès des services jeunesse et sport du siège social de l'organisateur. Donc ça, c'est important. Et donc 2 mois avant, on remplit une déclaration préalable. Et une semaine avant de partir en stage, c'est maximum une semaine, on renvoie une fiche complémentaire sur laquelle va figurer les profils de votre groupe, donc les âges, le nombre de mineurs que vous allez avoir en stage, repréciser tout l'encadrement, que ce soit les encadrants sportifs, que ce soit les encadrants bénévoles, que ce soit quelqu'un qui est là pour vous faire la cuisine, un intervenant extérieur, vous devez le préciser sur la fiche complémentaire, parce que cette fiche complémentaire, elle a un enjeu important, c'est de vérifier l'honorabilité de toutes les personnes qui vont prendre part au séjour. Et notamment, on va passer, comme les éducateurs sportifs, on va passer par la moulinette des casiers judiciaires et du FIGES. Donc ça va écarter tout risque de se retrouver face à un délinquant sexuel ou quelqu'un qui aurait eu mal à faire avec la justice pour être en présence de mineurs. Vous devez élaborer 2 documents, ça c'est impératif lorsqu'on organise un séjour spécifique. Premier document, c'est le projet éducatif de l'organisateur qui propose le stage. Ce projet éducatif, vous pouvez le trouver au sein des clubs sous le projet de développement. Il y a différentes thématiques. Souvent, on a un projet de développement qui est valable 4 ans sur une Olympiade. Il ne faut pas réinventer la poudre. Si vous avez déjà travaillé sur un document, sur la prise en charge des mineurs, où vous allez avoir un chapitre avec cette partie-là, prise en charge des mineurs, les stages, l'évolution du mineur au sein de la structure, ça sera votre projet éducatif. Et puis pour le séjour, vous aurez un projet éducatif à fournir, un projet pédagogique, pardon, à fournir, qui va reprendre vraiment les caractéristiques de votre séjour. J'ai transmis à Vincent qui vous redonnera plus tard un document sur lequel figurent notamment les indications de ce qui doit figurer dans le projet éducatif, dans le projet pédagogique. Mais dans le projet pédagogique, on va avoir l'emploi du temps, le côté restauration, le côté sanitaire, les conditions d'hébergement, le planning, enfin, comment le mineur est intégré au projet, est-ce qu'il prend part à l'organisation des repas, mettre le couvert, débarrasser, enfin vraiment la place du mineur sur l'organisation du séjour, les différentes activités qui seraient proposées, etc. Voilà donc un deuxième document. Alors ça paraît fastidieux, on ne vous demande pas de réinventer la poudre quand on vous met en place, quand on vous demande ces documents, mais ils ont le mérite d'exister. C'est des documents sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour présenter vos séjours aux parents pour qu'ils puissent prendre part facilement à ce projet-là. Et puis, c'est quelque chose qu'il faut avoir avec vous, le projet pédagogique, parce que lors d'un contrôle éventuel de la part de nos services sur site, on fait des contrôles sur les séjours spécifiques sportifs,
on va vous le demander pour vérifier que la réalisation qui est sur le terrain correspond bien à ce qui était prévu dans votre document. Il y a des obligations par rapport à l'hébergement. On n'héberge pas des mineurs à n'importe quel endroit, n'importe où. Il faut que le local soit déclaré jeunesse et sport, c'est-à-dire qu'il y ait un numéro d'identification. Et il faut, pour que ce local soit déclaré auprès de nos services, qu'il soit déjà à destination d'un hébergement. Vous ne pouvez pas loger des mineurs dans une grange, par exemple. Il faut que ça soit un ERP, un établissement recevant du public. Et pour qu'il soit déclaré auprès de nos services, c'est assez simple, hein, c'est un formulaire à remplir où on identifie le local et on fournit la dernière visite de la commission de sécurité qui doit avoir un avis favorable et qui doit permettre l'hébergement en toute sécurité. La plupart des hôtels, le CIS, comme on peut avoir à Besançon, c'est un centre international de séjour, enfin tous ces gros types d'hébergements, ils sont déjà avec le numéro de déclaration jeunesse et sport. N'hésitez pas à demander aux gérants de ces structures et si l'établissement remplit les critères mais qui n'est pas déclaré auprès de nos services, c'est assez simple pour le faire déclarer. J'ai un exemple, par exemple, un coup la Fédération française de gymnastique voulait organiser dans un internat à Besançon un stage national avec des mineurs et ils se sont aperçus que le local n'était pas identifié jeunesse et sport, donc ils ont fait le nécessaire et depuis le local l'internat est identifié, donc des séjours peuvent y avoir lieu. Grand principe aussi au niveau de l'hébergement, pas de mixité filles-garçons dans les chambres. Chaque mineur doit avoir un espace individuel pour dormir. On ne met pas plusieurs mineurs dans un même lit, encore moins des mineurs et des adultes. Et on ne doit pas avoir de mixité adulte-mineur. Les chambres sont réservées aux mineurs, les adultes dorment dans un autre local, enfin à proximité, parce qu'il faut quand même assurer la sécurité des mineurs durant la nuit, durant les périodes de sommeil, mais on ne doit pas se retrouver dans la même chambre des mineurs et des adultes mélangés. Il y a sur l'organisation de ces séjours un suivi sanitaire à respecter. C'est une obligation aussi sur l'organisation de ces séjours. On ne part pas avec des mineurs si on ne possède pas, si l'organisateur du séjour ou si le responsable du séjour ne possède pas les fiches sanitaires remplies par les parents. Une fiche par mineur déplacé sur lequel va figurer les antécédents médicaux du jeune, le profil vaccinal, s'il a des troubles particuliers, s'il a éventuellement un PAI, plan d'accompagnement individualisé, s'il a un traitement. Bien évidemment que s'il y a un traitement, le mineur ne garde pas les médicaments en sa possession. Les médicaments sont donnés au référent sanitaire, comme je vous l'ai indiqué juste en dessous, qui sera bien identifié. En cas de PAI, alors ça peut être pour des allergies alimentaires, ça peut être pour un diabète, ça peut être pour de l'épilepsie, enfin des PAI au sens large, ça peut être aussi pour des différents troubles. Il doit y avoir la présence du document avec les médicaments, le cas échéant, qui vont avec ce PAI et la notice de tous ces médicaments, la façon de les prendre en cas de danger en fonction du niveau de gravité de l'intervention. Ça, c'est obligatoire. La fiche sanitaire, elle est obligatoire. C'est un petit peu le relais des parents pour tout ce qui est profil sanitaire de l'enfant. Lorsque vous vous déplacez pendant le séjour, vous allez faire une activité, vous devez avoir les fiches sanitaires avec vous au moins un double, puisque si pendant une activité extérieure au lieu d'hébergement, il arrive quelque chose à un des mineurs, les services de secours vont être interpellés. Il faudra que ces services de secours puissent avoir accès à ces fiches. Donc, si vous les avez avec vous, vous confiez la fiche aux services de secours qui pourront le transmettre à l'hôpital. Il y aura les numéros des parents, il y aura tout dedans. Ça sera vraiment un condensé d'informations qui seront très précieux pour les services de secours. Chose que je ne vous ai pas mis dans le suivi sanitaire, j'ai oublié, je m'en aperçois maintenant. Il doit y avoir pour chaque séjour et chaque déplacement une trousse de premier secours. Ça, c'est une obligation aussi dans le code du sport pour tous les établissements d'activité physique ou sportive de posséder une trousse de premier secours. Qui dit trousse de premier secours, c'est pas une usine à gaz, hein, c'est vraiment de quoi prendre en charge
en attendant les secours par rapport aux formations de secourisme qu'ont suivi les éducateurs sportifs. Donc, on a de quoi faire des pansements compressifs, de quoi se protéger, des gants. Maintenant, on va avoir du gel hydroalcoolique, des masques, une couverture de survie pour sécuriser la victime, un peu de quoi faire de la bobologie, mais c'est tout. Pas de principe actif, pas d'aspi venin, pas toutes ces techniques-là. Vous avez vraiment ce qu'on vous a proposé d'avoir au moment de votre formation au premier secours. Donc ça, par contre, la trousse, elle doit être itinérante. Elle suit le groupe, puisqu'elle doit être adaptée, elle doit être mobilisable au moment où il y a l'accident et au moment où, bien évidemment, elle sera nécessaire. Donc, obligation suivante, c'est l'obligation d'assurance. Il faut souscrire un contrat d'assurance qui va couvrir le type de séjour. Il faut bien vérifier, si vous avez déjà une assurance en responsabilité civile, et c'est une obligation, que votre contrat en responsabilité civile va couvrir aussi les séjours avec nuitée. Il est possible que ça ne soit pas, ou que ça soit exclu de votre couverture d'assurance. Donc, il faut bien vérifier auprès de votre assureur que vous êtes couvert pour ce type de séjour. Obligation de déclaration des incidents graves. Incident grave, on intègre tout ce qui est accident grave, donc c'est-à-dire blessure, décès malheureusement, tous ces accidents qui peuvent générer un handicap, qui vont être déclarés pour blessure, enfin, ça doit être déclaré. Mais dans les incidents graves aussi, on va se positionner sur tout ce qui est la vie du séjour, des agressions, des enfants qui se sont bagarrés, des choses. Il faut nous le déclarer s'il y a vraiment des choses graves. On a eu, je vais vous donner un exemple, un séjour qui était à l'étranger, le camion était en panne. On nous a déclaré la panne du camion qui n'était pas réparable sur place. La préfecture a organisé le rapatriement des jeunes. Avant que ça soit les enfants qui appellent les parents, que les parents mobilisent qui, quoi, qu'est-ce, il vaut mieux prévenir les services jeunesse et sport. Donc ça, c'est à l'organisateur de le faire ou au directeur du séjour pour que nous, on puisse trouver des solutions. Là, en ce moment, avec la crise Covid, on intervient dès qu'il y a des cas positifs. Voilà, ça, c'est des incidents graves au sens large. L'encadrement des séjours. Alors ça, c'est la particularité des séjours spécifiques. On ne demande pas de qualification particulière pour l'encadrement du séjour. Contrairement à un accueil collectif de mineurs qui organisera un séjour style colonie de vacances, où là, on vous demande un directeur, des animateurs avec des diplômes, un taux d'encadrement, etc. Ce n'est pas le cas pour les séjours spécifiques sportifs. Pas de qualification particulière requise. On demande à l'organisateur d'identifier, de désigner un directeur. C'est une personne majeure qui va être désignée, qui sera le référent pour les parents, pour les autorités administratives, pour l'organisateur. Ça sera la personne centrale sur l'organisation des séjours. On n'a pas de taux d'encadrement à respecter. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous imposer un animateur pourtant de mineurs. Ce sont des mineurs que vous connaissez puisque vous organisez les séjours et comme il s'agit des séjours sportifs, on ne va pas vous demander de taux d'encadrement respecté. La seule contrainte, c'est qu'on ne peut pas réduire les effectifs d'encadrement à moins de 2 personnes majeures. Puisque dans ce sens, il faut qu'il y ait toujours un adulte qui puisse prendre en charge un groupe s'il arrive quelque chose à un des majeurs. Si vous avez un enfant malade, il faut qu'un des majeurs puisse amener le mineur consulter et qu'il y ait toujours un adulte et qui puisse prendre en charge le reste du groupe. On ne va pas se déplacer tel la maman canard avec tout son groupe. Donc, il faut à minima 2 majeurs lors du séjour. On peut très bien imaginer un séjour où la journée, parce que ça nécessite beaucoup d'encadrement, différents groupes de niveau, différentes catégories, 8 encadrants, et puis le soir, réduire les effectifs à 2 majeurs présents pour surveiller, pour assurer la sécurité des mineurs pendant la nuit. Mais on ne descend pas en dessous de 2 majeurs, pardon. Au niveau de l'encadrement sportif de ces séjours,
Là, c'est de l'encadrement sportif, même si pour l'organisation des séjours, et j'aurais pu vous en parler, ce n'est pas le code du sport qui s'applique, c'est une réglementation jeunesse, donc c'est le code de l'action sociale et des familles. Pour l'encadrement sportif, on rebascule dans le code du sport. Et on rebascule dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'obligation de qualification et l'obligation de respecter les prérogatives. On peut aussi avoir un encadrement bénévole qui pourra ne pas avoir de qualification au regard des obligations du code du sport, mais qui peut, on peut se retrouver face à une obligation minimale de qualification fédérale. Ça, c'est les fédérations qui vont édicter des règlements spécifiques pour l'encadrement de tel niveau de pratique. Et je ne sais pas si c'est le cas dans votre fédération de badminton, mais dans certaines fédérations, on va avoir des préconisations dans ce sens. Donc, dès lors que la personne, elle est rémunérée pour encadrer les activités physiques sportives, elle a une obligation de qualification, cet éducateur sportif, et elle a obligation de respecter les prérogatives. Pourquoi j'ai reprécisé ça? C'est que parfois, vous allez organiser un séjour spécifique dans le badminton, où vous allez mettre en place une activité de badminton pour progresser, pour souder un groupe, enfin peu importe. Et puis derrière, vous allez décider de mettre quelques activités en parallèle, un petit peu de kayak, un petit peu du VTT, des choses comme ça, qui seront ponctuelles, qui ne seront pas le corps du séjour, sinon on bascule sur des séjours multisports, et là on n'est plus dans le cadre du séjour spécifique. Et il faut que votre encadrant, qui va continuer à exercer sa fonction, il ait les prérogatives pour encadrer du kayak, les prérogatives pour encadrer du VTT par exemple. Et dans ces cas-là, la plupart, si vous êtes vraiment très spécifique ou si vous êtes exclusivement spécifique badminton, vous n'aurez pas les prérogatives pour encadrer ces activités annexes. Donc, il faudra faire appel soit à l'encadrant extérieur, soit à un bénévole du club qui, lui, puisqu'il n'a pas d'obligation de qualification, pourra encadrer l'activité. Je fais quand même un gros bémol, c'est pas parce que c'est un bénévole qu'il a le droit de tout faire. Il y a une obligation quand même de compétence derrière. Vous confiez pas un groupe de gamins à un bénévole en kayak si vous avez un bénévole qui a jamais fait de kayak de sa vie. On est sûr que l'accident va survenir. Donc, n'hésitez pas à faire appel à des intervenants extérieurs, ça c'est possible, hein, soit un prestataire, soit un club avec lequel vous avez créé un partenariat qui va vous faire la séance, soit un prestataire extérieur hein, qui va vous vendre une prestation de service. Et dans ces cas-là, si vous l'avez déclaré en amont sur votre fiche complémentaire, bah, il apparaîtra, on aura des vérifications. Si c'est quelque chose que vous avez décidé en cours de séjour, vous ne l'avez pas forcément mis dans votre fiche, n'hésitez pas à lui demander et sa carte professionnelle, parce que ce sera un professionnel, il aura obligation de vous la fournir, donc n'hésitez pas à les vérifier sur EAPS public s'il y figure. Et sa responsabilité civile, puisque c'est lui qui va assurer la séance qu'il va vous vendre. Donc ça, soyez bien attentifs si vous faites appel à des prestataires extérieurs. On fait attention aussi sur les activités qui sont dites à risque, hein, liées aux environnements spécifiques. Certaines structures, l'hiver, proposent des séjours de ski de fond. Le ski de fond est considéré, le ski nordique, comme une activité en environnement spécifique, c'est une activité à risque, et seuls les diplômes spécifiques peuvent les encadrer. Donc on fait attention aussi par rapport à ça. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à appeler, alors moi dans le Doubs, mais mes interlocuteurs dans tous les départements, on préfère vous faire des réponses avant le séjour qu'il y a des difficultés ou vous rencontriez des difficultés ou qu'il y ait des accidents qui surviennent pendant le séjour. On est vraiment dans la prévention et dans l'accompagnement. Voilà, j'ai fini mon intervention. Donc, on va pouvoir passer, je pense, aux questions. Oui. J'espère pas avoir été trop longue. Il y en a. D'accord. Très bien. Écoute, on va reprendre les questions dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées. Donc, à commencer par des questions autour des cartes pro. Alors, la fédération a-t-elle des prérogatives pour des contrôles ou faire des démarches en cas de non-respect? J'imagine que c'est un non-respect des déclarations pour les cartes pro. Alors, les cartes professionnelles, c'est une réglementation régalienne. Régalienne, c'est l'État qui l'a mis en place, puisque c'est le code du sport qui s'applique. La fédération, elle est délégataire pour la discipline, donc le ministère des Sports lui a donné une mission quand même de sécurité. On peut très bien imaginer qu'une fédération pourrait, alors je ne sais pas si c'est le cas de la vôtre, hein, mais pourrait mettre dans ses critères de label, dans ses critères
peut-être d'attribution des subventions ou d'avis sur les subventions, ce critère justement de respect de cette réglementation puisqu'elle est obligatoire. Donc, ça ne serait pas incohérent que la fédération mette le doigt là-dedans, comme la lutte contre les violences sexuelles dans le sport. Il y a d'un côté les éducateurs professionnels, mais d'un autre côté les bénévoles. Et les fédérations sont partie prenante dans ce type d'action. Donc moi, je ne verrais pas d'inconvénient. Enfin, au contraire, plus on se serrera les coudes et plus l'information circulera, et mieux ça sera. Ok, une question donc en lien avec le casier judiciaire. Est-ce qu'un candidat à une formation bénévole devra joindre un extrait du casier judiciaire et un relevé FIGES à son dossier d'inscription? Alors, le casier judiciaire B2, vous n'y avez pas accès en tant qu'usager. C'est seulement l'administration qui y a accès. Je pense, autant les... Alors, je vais juste vous faire un petit rappel. Pour les formations d'État, pour les diplômes qualifiants au regard du Code du sport pour travailler contre rémunération, dès lors qu'on rentre en stage, tous les stagiaires ont obligation de se déclarer sur EAPS en tant que stagiaire. Donc, ils vont passer automatiquement par la vérification du casier judiciaire et du FIGES. Donc ça, c'est une obligation. Quid des bénévoles fédéraux? Le dispositif sera prévu lors de la vérification des casiers judiciaires des personnes qui seront identifiées sur les listings fédéraux en tant qu'encadrant bénévole. Donc, je pense que c'est prévu dans le futur pour que justement ces vérifications, dès lors qu'on a la fonction d'éducateur ou futur éducateur sportif, il y aura ces vérifications qui seront faites. Le casier judiciaire qui est accessible à n'importe quel usager, c'est le casier numéro 3. Il suffit de le demander au service des casiers judiciaires à Nantes. Il n'y a pas grand-chose de mentionné sur ce casier. C'est déjà un premier niveau. Et le FIGES, alors là, le FIGES, c'est un fichier qui est extrêmement réglementé. Moi, je suis la seule dans mon service à pouvoir le consulter en même temps que mon directeur et mon chef de service. Il faut être habilité par le ministère de l'Intérieur pour y accéder. C'est un fichier qui est très sécurisé parce que on identifie les délinquants, enfin c'est même pas les délinquants, c'est les criminels sexuels, mais on a aussi une adresse où les localiser. C'est vraiment un fichier de localisation des délinquants sexuels. Et il a l'avantage de pouvoir les localiser, mais surtout pour certains casiers judiciaires qui pourraient être effacés, notamment des B2 qui peuvent être effacés sur des crimes sexuels, des personnes qui ont notamment payé leurs dettes à la société. Hein. La justice décide d'effacer le casier judiciaire. Le FIGES ne s'efface pas de la même façon. Ça met au moins 20 ans, c'est minimum 20 ans après la condamnation. Et au plus que j'ai vu, moi, quand je les consulte, c'est au moins 40 ans après la condamnation. Au pire, c'est 40 ans. Donc, ça laisse vraiment une marge de sécurité pour vraiment ces crimes graves sexuels. Hein. Voilà. Ok, très bien, merci. Alors, j'enchaîne. Des questions d'actualité. Est-ce qu'il est possible de faire un regroupement actuellement s'il y a moins de 7 jeunes avec des sportifs sous dérogation? Même question s'ils sont polistes avec un internat proposé par le CREPS. Et dans la même lignée, on a une question pour les stages de Pâques avec nuitée. Est-ce qu'ils sont officiellement impossibles? Car apparemment, quelqu'un a appelé la DDCS à ce sujet qui n'ont rien officialisé pour l'instant. Alors, j'étais en réunion avec le ministère des Sports tout à l'heure, parce qu'on en a une toutes les semaines, hein, justement sur ces questions liées à la crise Covid. C'est confirmé que pour l'instant, les séjours spécifiques sont interdits. La seule dérogation possible, c'est pour les jeunes qui sont inscrits dans un groupe performance qui serait déjà hébergé en CREPS, donc qui partagent déjà les hébergements. Ces séjours peuvent être autorisés dans le cadre d'un hébergement qui est déjà permis pour les CREPS et pour ces jeunes exclusivement en CREPS. Ces séjours, de toute façon, ne sont pas déclarables parce que l'application qui permet de déclarer les séjours, elle est bloquée. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas les déclarer, vous ne pouvez pas accéder à votre espace pour déclarer ces séjours. Et il y a eu juste cet arbitrage qui a été mis en place dans le cadre, notamment des jeunes dans les plans de performance des fédérations, qui sont logés en CREPS. Les autres, c'est impossible. Pour les autres, c'est impossible. Ok, j'ai plusieurs questions autour de la notion de séjour en lien avec les compétitions. Donc, est-ce que séjour égale stage et ou compétition? Et puis, dans les mêmes types de questions, est-ce que une compétition de type circuit élite jeune, donc c'est une compétition avec hébergement sur une échelle nationale, est considérée comme un séjour?
Alors, les séjours qui, à l'issue du séjour, comportent une compétition officielle qui est inscrite au calendrier fédéral, ne sont pas à déclarer. Ce ne sont pas considérés comme des séjours. C'est lié, on intègre ça plutôt à du déplacement lié à la compétition. On fait le stage avant, ça se finit par la compétition. On parle bien d'une compétition officielle. Hein. Si c'est un tournoi interclub officieux, on se rencontre avec le local, c'est pas une compétition officielle. On est vraiment dans l'organisation officielle. Actuellement, les compétitions amateurs sont toutes interdites. Donc, de toute façon, actuellement, c'est pas possible de dire je fais une compétition à l'issue de mon séjour. Et comme les séjours, de toute façon, sont interdits aussi, c'est pas possible. Faites attention quand même les hébergements. Je vous ai précisé qu'il y avait des hébergements durs. Il est possible d'accueillir un hébergement sous tente au sein d'un camping, auquel cas là on ne va pas passer sur la déclaration de l'hébergement puisque c'est pas un ERP, c'est pas un bâtiment dur. Donc les séjours sous tente sont autorisés, bien évidemment, avec le respect sanitaire, le respect hygiène. On ne campe pas en pleine pampa, sans toilette, sans eau courante, sans électricité. Il faut qu'il y ait un minimum. Ce qu'il faut faire attention, si ces séjours ils ont été à un moment donné réglementés, c'est qu'il y a eu un accident grave dans un centre équestre. Alors, ça me rappelle peut-être quelque chose il y a quelques années, des jeunes qui étaient restés dormir au sein d'un centre équestre, et il y a eu le feu dans ce centre équestre, ils sont morts brûlés vifs. Et on s'est aperçu qu'en fait, régulièrement, des jeunes restaient dormir dans ce petit local au-dessus du stockage du foin. Et malheureusement, ces jeunes, ils ont perdu la vie parce que c'était des locaux qui n'étaient pas du tout adaptés à l'hébergement. Et c'est pour ça que la commission de sécurité doit valider les hébergements avant que nous, on puisse dire que, OK, les séjours jeunes, les séjours mineurs peuvent être accueillis dans ces structures. On avait justement une question sur les hébergements de type camping, donc tu y as répondu partiellement. Il y a une question en lien avec ça sur mobil-home, est-ce que les mobil-homes, ça rentre dans le même cadre? Dès lors que vous faites appel à un prestataire professionnel, il a le droit d'accueillir du public, donc il a le droit d'accueillir des mineurs. Il n'y a pas de souci. Par contre, il faut bien respecter ce que je vous ai dit, hein, la mixité au niveau des chambres. S'il doit y avoir un adulte dans le mobil-home, il occupe une chambre, les mineurs occupent une autre chambre. Voilà, un mobil-home, c'est considéré comme un lieu d'hébergement. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. On respecte aussi les capacités d'hébergement. On n'en passe pas 15 mineurs dans un hébergement qu'on prévoit 6. Il y a des capacités à respecter. Ça a l'air d'être du bon sens, ça te fait sourire, mais voilà, parfois on trouve des choses vraiment aberrantes. On fait attention aussi sur les lits superposés. Hein, il y a des préconisations sur les âges. En principe, ça doit être dans des hébergements officiels. L'âge minimum requis pour dormir dans les lits superposés doit être inscrit, noté sur les lits superposés. Ça, c'est des choses qui sont contrôlées par mes services lorsqu'on a l'organisation de séjour. Ok, une question donc, qui n'a rien à voir. Quid si l'organisateur n'est pas affilié à une fédération, exemple entreprise ou auto-entrepreneur? Eh bien, vous n'êtes pas un séjour spécifique sportif, vous êtes un séjour classique avec la réglementation classique des accueils collectifs de mineurs avec hébergement, c'est-à-dire un directeur de structure, un projet pédagogique à fournir, donc avec une qualification requise, des taux d'encadrement, des animateurs à recruter. C'est vraiment, on devient une colonie de vacances en gros. Donc là, vraiment, les séjours spécifiques, ils ont été mis en place pour faciliter les clubs. On sait très bien que les clubs n'ont pas cette capacité à recruter des directeurs. Ils doivent déjà avoir du personnel qualifié pour l'encadrement sportif. On ne va pas leur imposer cette obligation, mais on avait besoin quand même de les identifier, ces séjours, parce qu'avant, ça se faisait n'importe où, n'importe comment. Donc, il y a eu un assouplissement de la règle. Si on ne rentre pas dans les critères de départ que je vous ai énumérés, c'est-à-dire une structure affiliée, même si vous faites appel à des licenciés qui sont tous affiliés, dès lors que la structure organisatrice n'est pas affiliée, vous ne remplissez pas les critères pour devenir un séjour spécifique sportif. Ok, merci. J'ai une autre question qui est arrivée en complément des interrogations sur le camping. Est-ce que le camping doit avoir une accréditation jeunesse et sport? Non, le camping ne va pas avoir une accréditation. Le camping, il est déjà autorisé à fonctionner par une commission de sécurité qui a validé les conditions sanitaires, les conditions d'hébergement. Si le camping est soumis au risque d'inondation avec des évacuations rapides à faire, il y a déjà eu des commissions qui sont déplacées.
Donc, si c'est pas du camping sauvage, vous campez chez l'habitant, le camping, il sera référencé, il aura déjà toute cette partie sécurité qui sera validée. Ok, j'ai une question sur la qualification du directeur d'un séjour. Est-ce qu'il y a une qualification minimum? Alors, sur le séjour spécifique sportif, non, c'est ce que je vous ai dit. Il n'y a pas de qualification minimale à avoir, ni sportive, ni dans le sens de l'accueil collectif des mineurs avec un BAFD, un brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. C'est quelqu'un qui va être désigné par le directeur, par l'organisateur, pardon. Donc, ça peut être le président du club qui va désigner une personne de confiance. Ça peut être un salarié de la structure, ça peut être un bénévole, enfin peu importe qui sera désigné, mais il sera bien identifié et il apparaîtra dans le projet pédagogique du séjour. Sur les activités annexes, quelles obligations en cas d'activité de type baignade? Donc j'imagine c'est sur des stages, tu as un lac ou à proximité d'une plage. Alors, l'idéal, c'est Qu'il y que ait vous une fassiez appel à une réglementation spécifique. structure. L'idéal, c'est que vous fassiez appel à un établissement de baignade avec surveillance. Si vous devez faire une baignade dans un lac non surveillé, dans un espace, déjà s'assurer que la baignade est autorisée auprès de la commune, parce qu'il y a certains endroits, c'est pas forcément identifié, mais tous les plans d'eau de la commune sont interdits à la baignade avec un arrêté municipal. Donc ça, un coup de fil à la mairie. Et c'est à vous d'organiser la surveillance. Donc là, il va vous falloir de la qualification. Il y a des règles pour assurer la surveillance de ces mineurs. Donc ça, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et pour la baignade, pour le coup, un minimum, ça sera un BNSSA, un brevet national de sauvetage et secourisme aquatique. Donc le mieux, c'est d'aller, si vous avez par exemple réservé dans un camping qui y a une piscine qui sera surveillée, vous êtes un usager. Voilà, vous basculez en usager. Merci. On a une question sur le transport. Donc, pourriez-vous préciser les responsabilités en cas de transport des mineurs par des bénévoles et par des cadres salariés? Alors, il faut déjà que ça soit bien identifié, que les parents soient informés de qui transporte, comment, que si c'est du covoiturage, si c'est organisé par l'organisateur, enfin, si c'est proposé par l'organisateur, s'il y a un prestataire extérieur, on loue un bus. Ça, il faut déjà que ce soit porté à la connaissance des parents. Les parents, ils n'ont pas à un moment donné à apprendre que leur enfant a été transporté par Monsieur Duchemol alors qu'il le connaissait ni David ni d'Adam. Respect du code de la route. La capacité des véhicules doit être respectée aussi. Lorsque c'est du transport organisé, sur des accueils collectifs de mineurs classiques, on demande à ce qu'il y ait au moins 2 encadrants dans les minibus pour qu'il y en ait un qui conduise et qu'il y en ait un autre qui assure la sécurité des mineurs au sein du minibus ou du bus. Pour les clubs sportifs, on sait très bien que ça fonctionne parfois en covoiturage. Vérifier que la personne qui va prendre la route, le papa qui va donner un coup de main, il ait toujours son permis. On n'est pas à l'abri qu'il y en ait qui continuent de conduire sans avoir le permis. Et en termes d'assurance, c'est l'assurance du transporteur, enfin de celui qui transportera, qui couvrira. Même si il le fait bénévolement, il rend service au club, c'est son assurance voiture qui prendra en charge. On passe à la prochaine question. Il en reste encore une bonne dizaine. Quelles sont les obligations qui s'appliquent pour des stages sans nuitée? Donc, 1 ou 2 journées d'accueil de jour pour des mineurs. Alors, il n'y aura pas d'obligation ni de déclaration. Bien évidemment, obligation de sécurité. On accueille des mineurs, c'est une séance d'entraînement qui dure la journée en fait. En gros, c'est ça. Donc, il faut accueillir les mineurs dans de bonnes conditions, à de bonnes conditions sanitaires. C'est le b.a.-ba. Que vous les accueillez 1 heure ou que vous les accueillez 8 heures, vous devez avoir un lieu d'accueil ou un mode d'accueil qui soit conforme aux normes d'hygiène. Si vous proposez, par exemple, le repas tiré du sac, un lieu pour stocker l'alimentation qui ne risque pas la rupture de la chaîne de froid. Il n'y a pas de règle, on n'a pas à déclarer les stages qui ne comportent pas de nuitée.
Ça, c'est dans le cadre d'accueil pour vos licenciés, vos adhérents de club. Hein. Si c'est le club qui organise un accueil avec des gens venant de l'extérieur, vous rebasculez en accueil collectif de mineurs. Hein. Avec des mineurs venant de l'extérieur non adhérents au club, vous rebasculez dans cette réglementation des accueils collectifs de mineurs. Merci. Il y a une question à nouveau sur le conducteur. Est-ce que, en cas de transport donc des enfants, le conducteur doit-il être licencié à la fédération? Le mieux, c'est qu'il soit adhérent du club. Alors, pas forcément affilié, même si ça peut être des obligations fortes des fédérations. La plupart disent, dès lors que vous adhérez à un club, et il me semble que le badminton, c'est le cas, votre affiliation peut être suspendue s'il n'est pas licencié à la Fédération française de badminton. Après, il y a des parents qui vont donner leur accord, comme c'est leur assurance qui va prendre en charge, mais par contre, il faut bien l'identifier. Enfin, il faut que chaque parent ait l'information de qui va accompagner l'enfant, son enfant. Ils ont le droit ils ont un droit de regard sur les conditions d'organisation de ce déplacement. C'est pas obligatoire, c'est un mieux si ça doit se répéter à plusieurs reprises parce que l'assurance liée à l'affiliation du club va couvrir la personne qui se déplace, mais on va pas imposer à toute personne qui est bénévole de s'affilier à la fédération, ça va être compliqué. En principe, l'assurance qu'aura souscrit le club, et la plupart du temps c'est via l'affiliation à la fédération, couvre les bénévoles qui interviennent au sein de la structure, toutes les personnes qui vont être présentes dans l'organisation et pas forcément les adhérents de la structure. Donc, question suivante. Quelle proportion de l'activité spécifique doit-on respecter pour ne pas être considéré comme un séjour multisport? Alors, on ne va pas avoir d'indication, mais il faut que ça soit, je ne vais pas vous dire anecdotique, les activités annexes, mais si tous les matins, vous avez l'activité badminton et tous les après-midi d'autres activités, l'activité principale, ce sera le badminton. Voilà. Et les autres activités, elles seront vraiment annexes. Vous pouvez très bien avoir une après-midi cinéma aussi, alors même si c'est fermé actuellement, mais vous allez faire une promenade dans la forêt, c'est pas considéré comme du sport déjà, ça va être du déplacement, ça va être de la découverte de la nature. Vous faites de la randonnée, vous faites une promenade à vélo, découverte de la ville dans laquelle vous allez faire votre stage. C'est une activité annexe. L'objet principal de votre stage, et ça sera présenté en tant que tel dans votre projet pédagogique, ça sera progresser en badminton, passer une étape en badminton, peut-être passer alors je sais pas, vous devez avoir un peu comme les ceintures au judo, peut-être des niveaux à atteindre, ça peut être l'objet du séjour. Donc ça permettra de justifier vraiment la spécificité sportive de votre séjour, la spécificité badminton de votre séjour. Merci. Donc, une question. Lors d'un stage de reprise, par exemple, au mois d'août, si l'on souhaite sortir avec un groupe de jeunes pour courir sur les bords de Seine, avons-nous un minimum à respecter? Il n'y a pas de taux d'encadrement dans le domaine du sport. Sauf réglementation fédérale, lorsqu'on est affilié à une fédération, il peut y avoir des règlements de sécurité qui va imposer un taux d'encadrement. Mais dans le code du sport, on n'a aucun taux d'encadrement à respecter. C'est à l'éducateur sportif de déterminer la sécurité optimale, les conditions qu'il doit mettre en place pour assurer une sécurité optimale. C'est-à-dire que c'est en fonction de son niveau, les conditions climatiques, l'âge des jeunes, leur niveau d'expertise, la difficulté de la pratique qu'ils vont réaliser. Enfin, c'est vraiment une combinaison de tout un tas de critères qui va faire qu'à un moment donné, l'éducateur il va être en mesure de dire là, j'assure la sécurité de 15 personnes, à 20, je ne suis pas capable d'assurer la sécurité. Quand on se déplace d'un point à un point B, on est dans l'itinérance, on n'est pas sur un point fixe. On préconise la présence de 2 adultes, pas forcément 2 encadrants. Hein. Ça peut être un papa qui va accompagner ou une maman, ça peut être un senior du club. Mais encore une fois, c'est dans un souci d'assurer la continuité de la surveillance du groupe s'il arrivait quelque chose à l'encadrant principal. On a un moyen de communication avec soi quand on est en itinérance. On a une trousse de premier secours. Et si on doit partir, par exemple, en forêt, en randonnée, en VTT, peu importe, on donne l'itinéraire à une personne qui ne sera pas dans le groupe, qui puisse donner l'alerte s'il se passe quoi que ce soit. Et dernière chose, on consulte la météo. On doit pouvoir vérifier qu'il n'y a pas de risque ou d'alerte météo en cours pour pouvoir assurer, encore une fois, la sécurité de ses usagers. Alors, sur les bords de Seine, on ne va pas se retrouver en pleine pampa.
on aura de quoi communiquer. Il n'y a pas de risque vraiment lié mais un orage brutal, ça peut arriver. C'est pareil sur les hébergements sous tente. Les gérants de camping ont ces informations. Alors, lorsqu'il y a des alertes météo, des choses comme ça, ils viendront vous voir pour vous dire attention, on va se mettre à l'abri. Ils sont censés avoir un point de pour pouvoir mettre à l'abri les usagers vraiment en cas de gros temps, quoi. On a une question sur des formats de stage un peu particuliers. Sur un stage adulte où on accepterait des jeunes, des ados, des 16-17 ans, faut-il prévoir toutes les démarches présentées? Est-ce que c'est fonction du nombre de jeunes présents? Si vous avez moins de 7 mineurs, pas besoin de déclarer le séjour. Si même mélangé avec des adultes, vous avez plus de 7 mineurs, et mineurs c'est jusqu'à J-1 des 18 ans, vous devez déclarer votre séjour. C'est une obligation, même s'il y a des adultes mélangés au sein du stage. Merci. Il nous reste 2 questions. Peut-être que j'ai zappé certaines de vos questions dans toute la liste de celles qui sont apparues. Donc, le temps que ma proposition de re-questionner Florence arrive jusqu'à vous avec le décalage, je pose les 2 dernières et puis les 2-3 questions subsidiaires. Les stages avec nuitée qui préparent aux compétitions officielles doivent-ils être déclarés? Je crois que tu y as déjà répondu. Si à l'issue du stage, on n'a pas de compétition, oui, ils sont à déclarer. Il faut vraiment qu'il y ait la continuité entre le stage et la compétition. Si les gamins rentrent chez eux pour repartir en compétition derrière, ça colle pas, ça fonctionne pas. Il faut vraiment que la compétition soit à l'issue du stage. Merci. Ah ouais, donc des questions qui reviennent. Quelles sont les règles pour les séjours à moins de 7 mineurs et existe-t-il un recensement des hébergements jeunesse et sport? Alors, la règle pour les moins de 7 mineurs, ça veut dire qu'on ne déclare pas le séjour. Mais toutes les obligations qu'on a vues, l'obligation d'assurance, l'obligation de sécurité des mineurs, la mixité, enfin toutes ces obligations qu'on a vues et de bonnes pratiques sur l'organisation, elles vont s'appliquer de toute façon. Après, c'est juste que votre stage ne sera pas déclarable à nos services. Donc, avec les délais, et pour le coup, vous n'aurez pas la vérification des casiers judiciaires, puisque ça ne passera pas automatiquement par la moulinette. La liste des hébergements, bien évidemment, il suffit de contacter les services jeunesse des services départementaux jeunesse, engagement et sport de la DSDEN, de votre département, qui vous communiquera la liste des hébergements qui sont déclarés jeunesse et sport. Il n'y a pas de souci. Merci. Un bénévole peut-il faire de l'encadrement BAD sans diplôme lors de séjours spécifiques? Tout à fait. Tout à fait. Dès lors qu'il a reçu l'autorisation de la part de l'organisateur, c'est-à-dire le président du club pour les associations, le président, en fait, mais ça c'est la règle même pour de l'encadrement sans hébergement. Pour l'encadrement club, lorsqu'un président autorise un bénévole à lui confier des usagers de sa structure, qu'ils soient mineurs ou majeurs, le président du club, il engage sa responsabilité dans le sens où il doit vérifier la compétence du bénévole en termes de sécurité, en termes de compétences techniques, pour éviter que l'intervention de ce bénévole génère des blessures de par un manque de mise en place de sécurité. Et c'est pour ça que les fédérations de plus en plus recommandent fortement un premier niveau fédéral d'encadrement, une première qualification fédérale, les initiateurs par exemple fédéraux, qui vont légitimer les éducateurs sportifs bénévoles dans leur pratique, parce qu'on va leur apprendre à prendre en charge les publics, à sécuriser les pratiques, la pédagogie, la connaissance des publics, l'accueil, la mise en place sécuritaire de toutes les pratiques. Donc c'est pour ça que de plus en plus, on le recommande, pas au sens régalien, puisque là, le code du sport ne dit rien sur les bénévoles, mais les fédérations le recommandent de plus en plus. En plus, ce bénévole, il se sent bien plus à l'aise lorsqu'il a suivi une formation, parce qu'il a pu hiérarchiser un petit peu ses connaissances, il a pu les organiser, et il sera bien plus compétent sur le terrain. Merci. Il nous reste 2 questions.
Pour un stage spécifique de découverte de l'activité, faut-il que tous les jeunes soient licenciés? Alors, ce n'est pas une obligation qu'ils soient licenciés, tous. Par contre, s'ils ne sont pas licenciés, vous rebasculez sur un séjour classique d'accueil collectif de mineurs avec hébergement. C'est-à-dire que vous n'êtes plus considéré comme un séjour spécifique puisque tous les mineurs accueillis ne seront pas licenciés. Alors, soit vous les licenciez, vous pouvez faire une licence, je pense que votre fédé a des licences pas forcément annuelles, je ne sais pas si c'est votre cas, mais si vous voulez avoir un taux d'encadrement à ne pas respecter, si vous voulez avoir une qualification du directeur à ne pas respecter, vous devez licencier tous les participants mineurs. Ok. En cas de déplacement à l'étranger, quelle est la réglementation? Alors, il faut quand même déclarer le séjour. Même si c'est à l'étranger, il faut déclarer le séjour. C'est une obligation. Après, pour vérifier l'hébergement, ça va être un peu plus compliqué. Bon, la plupart du temps, c'est dans des hébergements qui sont bien identifiés. Mais il faut déclarer le séjour. Même si le mineur est hors de France, il faut déclarer le séjour. Là où il faut que vous soyez vigilant, c'est que on est aussi dans le cadre de la sortie du territoire des mineurs. Donc, il va falloir vérifier, il va falloir remplir une autorisation de sortie du territoire par les représentants légaux du mineur. Et ça, il ne faut pas l'omettre. Parce que des fois, même sur une journée, on le voit, nous, dans notre département, on est très proche de la Suisse. Il y a certaines structures qui ont oublié que d'aller se promener en Suisse, c'est sortir du territoire français. Et on ne sort pas du territoire français avec des mineurs qui ne sont pas sous l'autorité parentale comme ça. Il faut avoir une autorisation. C'est un document à remplir, hein, c'est un CERFA qui se trouve en ligne, mais il faut vraiment l'avoir avec soi. Et en l'absence de ce document, les mineurs, ils restent en France. Merci. Une toute dernière question de Loïc, qui est un cadre de la fédération. Néanmoins, pour un bénévole, personne ne peut s'assurer du casier judiciaire de l'intervenant, à l'inverse du détenteur d'une carte pro. Le président de club peut-il contacter la DD pour s'assurer de son honorabilité ou pas? Alors, effectivement, hors séjour, hors séjour, on ne peut pas vérifier actuellement puisque c'est encore un projet qui est en train de se mettre en place, la vérification des bénévoles au sein des fédérations, mais c'est, encore une fois, je vous ai dit, les fédérations ont toutes été interpellées suite à ces scandales sexuels dans le sport. Donc, c'est un projet qui va intervenir courant de l'année 2021, on l'espère, pour la vérification automatisée des casiers judiciaires. Bien évidemment qu'on est à disposition des services, nos services sont à disposition des organisateurs, pour faire ce genre de vérification. Et puis de toute façon, si vous organisez un séjour spécifique, vous allez le déclarer en ligne auprès des services jeunesse. Et les casiers, vous allez mettre vos bénévoles en encadrant et automatiquement, les casiers vont être vérifiés. C'est pour ça qu'on demande une semaine avant de remplir la fiche complémentaire, puisque c'est là-dessus qu'on va avoir vraiment les renseignements. Donc, il faut les dates, les lieux de naissance, le nombre de jeunes filles si ce sont des femmes et le prénom pour pouvoir renseigner correctement l'équipe d'encadrement qui figurera sur votre déclaration et votre fiche complémentaire. Très bien, merci Florence. C'était donc la dernière question. Merci beaucoup Florence pour la clarté des réponses. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard sur la thématique, n'hésitez pas à passer par nous ou par vos conseillers départementaux. À très vite sur les terrains. J'espère que vous pourrez mobiliser tous ces éléments de manière très concrète au plus tôt. Merci Florence, et puis je te laisse conclure. Je vous dis à bientôt, bon courage actuellement parce que c'est très compliqué, je sais, au sein des clubs, et vous faites partie des disciplines qui sont vraiment impactées par la crise Covid. N'hésitez pas à contacter mes collègues dans vos départements. On est là pour vous accompagner aussi pédagogiquement. On n'est pas que dans le répressif. Vraiment, le répressif, c'est l'ultime recours. On est là pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Ce sera avec grand plaisir. On préfère faire de la prévention que se retrouver face à des gros problèmes. Donc, n'hésitez pas, on est là pour ça. Voilà. Bonne continuation à tous. Au revoir.